Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, il y a de cela une semaine, jour pour jour, que le président de la République lançait à Koulélé les travaux de construction du pipeline Niger-Bénin. Un événement qui fait beaucoup couler d'encre et de salive, au sujet duquel le quotidien privé L'Enquêteur titre à sa une de sa parution en date du 24 septembre 2019, 2400 milliards pour le pipeline Niger-Bénin, un contrat opaque au prix élevé, inexpliqué. Qu'est-ce qui fait l'opacité de ce contrat? Élément de réponse avec le directeur de publication du journal L'Enquêteur, Soumana Idrissa Maïga. Dans un premier temps, ce qu'il faut relever dans cette affaire, c'est que c'est un ouvrage qui sera livré clé en main. Donc, or, nous, les Nigériens, on est absents au niveau de la conception, au niveau du suivi, au niveau de la maintenance, les coûts et la qualité. Tout ça, on ne connaît rien de toutes ces phases-là. Donc, du coup, on perd en savoir-faire et puis on ne peut pas être autonome dans ces conditions. L'autre aspect qui est encore plus préoccupant de ce contrat, c'est le coût, je trouve, très élevé, inexpliqué de ce pipeline. 4 milliards de dollars, c'est au bas mot 2400 milliards de francs CFA. Ça fait quand même beaucoup d'argent. On peut pas. Je trouve ça inexpliqué dans la mesure où, je vous le disais tantôt, on n'est pas présent au niveau de la conception et de tout le processus. Et puis, est-ce que l'ouvrage, à la fin, justifie qu'on paye autant d'argent? Tout cela n'est pas clair parce que c'est Pékin qui conduit tout le processus. D'habitude, quand les Occidentaux nous prêtent de l'argent, le plus souvent, cet argent est transféré dans la Banque centrale, qui crée un compte à cet effet, et ce sont les nationaux qui gèrent cet argent, ce qui n'est pas le cas des prêts chinois. Donc, c'est là où il y a toute cette ambiguïté qu'il faut éclaircir, je pense. L'autre point, je n'ai pas fini, excusez-moi, l'autre point aussi, c'est la garantie. Parce que personne n'a accès encore aujourd'hui à ce contrat pour dire exactement le contenu de ce contrat, les clauses qui lient les deux parties. C'est la garantie. On ne sait pas ce que l'État du Niger a donné en gage comme garantie pour pouvoir bénéficier de ce prêt. C'est quand même énorme, comme je le disais, ça fait 4 milliards de dollars. Ailleurs, on a vu que certains pays ont donné des ports, des mines en garantie, et quand ils n'ont pas été capables de payer, la Chine s'était emparée de ces actifs. Or ici, sur le prêt, tout ce qu'on sait, c'est qu'on va les payer en ressources naturelles, donc en pétrole. Mais la garantie, on ne parle pas de cette garantie. Donc je pense que c'est le lieu ici d'éclairer, c'est quand même des richesses communes. Je pense qu'un tel contrat, certes, c'est à l'exécutif de mener tout le processus, mais je pense que la représentation nationale, en l'occurrence l'Assemblée, devait être associée pour une plus grande transparence, parce que c'est quand même des richesses communes. Voilà, c'était là Soumana Idrissa Maïga, directeur de publication du journal L'Enquêteur, que vous retrouverez en partie magazine de cette édition relativement au contrat de construction du pipeline Niger-Bénin. Ensuite, l'arrivée des socialistes nigériens au pouvoir en 2011 avait suscité un grand espoir au sein de la population. Mais 8 ans après, beaucoup de Nigériens sont devenus sceptiques face à la gouvernance socialiste. Alors, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas été bien conduit? Élément de réponse dans le reportage qui va suivre. Les Nigériens, dans leur grande majorité, sont des observateurs patients qui prennent leur temps pour bien écouter, mais aussi pour bien regarder. Et les gouvernants d'obédience socialiste qui tiennent les rênes du pouvoir avec à leur tête le président Issoufou Mahamadou n'échappent pas à la vigilance du peuple à l'heure des bilans. Car bientôt, si le président Issoufou Mahamadou respecte sa parole, il quittera le pouvoir en 2021. Cependant, après 8 ans d'exercice de pouvoir, il est de bon droit de se demander qu'est-ce que les socialistes ont concrètement apporté de positif relativement au progrès du pays. À cette question, la réponse reste mitigée, comme l'atteste la réaction de ses citoyens. Monsieur Issoufou a bien commencé. On ne peut pas dire qu'il n'a pas fait quelque chose au Niger. Ça, il faut être vraiment à l'envers de l'histoire pour pouvoir le dire. Si nous regardons depuis son arrivée au pouvoir les réalisations qu'il a faites, notamment dans le cadre de l'infrastructure, la lutte contre la famine, si on peut l'appeler ainsi, dans le cadre du programme 3N,
Donc, dans le cadre de la sécurité aussi, nous savons que sur le plan national, sur le plan international, il est en train de déployer de gros efforts pour lutter contre les différents groupes armés qui sévissent soit au Niger, soit aux alentours du Niger, dans les pays voisins. Les Nigériens fondaient vraiment beaucoup d'espoir que la gouvernance du PNDS allait encore donner plus d'opportunités aux activités, d'opportunités en tout cas à tous les citoyens dans le cadre tout simplement de l'amélioration de leurs conditions de vie sociales et économiques. Malheureusement, force est de reconnaître que cet espoir a été déçu parce que le PNDS, par notre observation, nous avons estimé que tout simplement, en tout cas, la vision qui était des responsables de premier plan du PNDS, principalement le président de la République, était une vision truquée de la gouvernance tout court. Plus encore, pour le journaliste et analyste politique Hussein Issa, les socialistes nigériens, une fois arrivés au pouvoir, ont pratiquement déçu le peuple avec des agissements contraires à ce que prône le socialisme. On s'attendait légitimement à ce que quand eux ils vont arriver au pouvoir, que la gouvernance change. Mais malheureusement, on n'a pas assisté à ça. Ils ont proclamé tout le temps le socialisme. Eux, c'est des socialistes qui supposent le partage des richesses de manière équitable, ce qui suppose un accent plus particulier sur les sociales, c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'hydraulique, l'agriculture, l'élevage, tout ce qui concerne le social, le bas peuple. Normalement, c'est ça l'idéologie socialiste, c'est-à-dire quand on accumule l'argent, on doit pouvoir faire en sorte que les populations à la base sentent qu'il y a une amélioration dans leurs conditions de vie. Depuis pratiquement, comme vous dites, 8 ans qu'ils sont au pouvoir, malheureusement, il est déplorable de dire que la situation s'est plutôt dégradée. On a comme l'impression que c'était du bluff, tout ce qu'ils racontaient. Du bluff, parce que tout simplement, quand ils sont arrivés, ils se sont mis dans une logique d'embourgeoisement. De surcroît, en ce qui concerne l'augmentation de poste de ministre, le journaliste analyste politique Hussein Issa la trouve inopportune. La question de la taille du gouvernement n'a pas été posée aujourd'hui. Dès le premier mandat, il y a eu des acteurs qui ont eu à poser cette question-là. Il faut réduire la taille du gouvernement. Un pays pauvre ne peut pas se permettre le luxe de recruter à tous les bras des ministres dont on se demande souvent l'importance. Parce que souvent, c'est carrément des directions générales qu'on concasse, qu'on enlève, qu'on soustrait des ministères pour en faire un ministère. A-t-on besoin de ça? Parce que la gestion d'un ministère est lourde. Il faut prendre en charge le ministre, il faut prendre en charge son cabinet, il faut prendre en charge... Est-ce qu'on a besoin de ça pour développer un pays? Même dans les pays occidentaux, quand vous faites la comparaison, vous prenez la France, vous prenez la Suisse, vous prenez un peu partout, mais vous allez compter le nombre de ministres sur les bouts des doigts. Quoi qu'il en soit, la gouvernance menée par les socialistes au pouvoir au Niger n'échappera pas au verdict du tribunal de l'histoire, qui sera certainement soit favorable ou non vis-à-vis de la gestion du pouvoir par les socialistes nigériens. Les outils nécessaires à l'enrôlement biométrique des régions de Dosso, Tawa, Agadez et Tillabéri sont en cours d'acheminement. Pour ce faire, des véhicules des forces de défense et de sécurité sont mis à profit pour le transport de ces outils. Harriet Salah et Sadoumi pour le reportage. Après le lancement officiel à Kargibangou dans la région de Dosso de l'opération de l'enrôlement biométrique, ce jour 24 septembre, les matériels servant à cette opération sont en train d'être chargés pour leur acheminement dans 4 régions, à savoir Tillabéri, Dosso, Tawa et Agadez, qui constituent la première vague dans l'opération de l'enrôlement. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Séni, et son staff étaient présents sur les lieux de chargement pour constater la disponibilité des matériels et les dispositions prises pour leur acheminement. En tant que département logistique, notre mission consiste à tout faire pour pouvoir amener l'ensemble des kits au niveau des différentes zones concernées. Certainement que vous le savez très bien, pour le moment, la zone concernée, c'est Agadez, c'est Tawa, c'est Dosso, c'est Tillabéri. Maintenant, l'ensemble des kits prévus au niveau de ces différentes régions,
tourne autour de 266 pour Agadez, 1363 pour Tawa, 745 kits pour Dosso et 1126 kits pour également Tillabéri. Donc il y a 32 communes qui sont concernées, donc c'est l'ensemble de ces kits-là. Vous savez que les kits, c'est le tout, ça fait 3500 kits que nous devons donc transporter. Et c'est l'ensemble des kits sur la base justement donc, du calcul qui a été fait, qu'on les place vraiment au niveau de chaque commune. Et c'est comme ça que donc, les différents matériels vont être déployés. Le directeur chargé de l'élaboration du fichier électoral a expliqué le mode opératoire de l'enrôlement biométrique. Nous avons divisé le pays en deux grandes zones. La première zone, elle est constituée de régions de Tillabéri, de Dosso, d'Agadez et de Tawa. La seconde zone, elle est constituée des régions de Niamey, de Maradi, de Zander, de Difa et de la diaspora. Chaque région est divisée en 5 aires. L'aire étant constituée d'un certain nombre de communes contiguës, de façon à ce que les aires aient approximativement le même poids démographique en termes de population en âge de voter. C'est-à-dire dans chaque région, nous allons commencer par la première aire. Et dans chaque aire, nous restons quelques 14 jours. C'est pour ça qu'il est important que les gens comprennent que dans une région, nous restons globalement quelques 3 mois. La liste électorale biométrique que nous sommes en train d'établir cette fois-ci est différente des anciennes listes par le fait que les anciennes n'étaient pas biométriques, mais aussi parce que celle-ci elle a une spécificité. Pour que quelqu'un puisse voter, il faut qu'il soit absolument enregistré sur le fichier électoral biométrique. Toutes les personnes qui n'auront pas leur carte d'électeur ne pourront pas voter. Il est donc important que les gens s'enregistrent dans le fichier électoral biométrique. Nous avons prévu de déployer quelques 6860 kits d'enrôlement, kits PC et kits tablettes compris. Les kits, c'est ce que vous voyez derrière nous là. Il y a des grandes valises et des petites. Les grandes valises, c'est ça, les kits PC, puisqu'ils contiennent des PC portables. Mais il y a des petites valises qui contiennent des tablettes. Ces matériels d'enrôlement qui seront acheminés dans les régions de Tillabéri, Dosso, Tawa et Agadez sont bien sécurisés, en témoigne leur transport dans des véhicules des forces de défense et de sécurité. Le gouverneur de la région de Niamey, le président de la délégation spéciale et l'association des parents d'élèves ont effectué ce matin une visite à l'école Yantala 2. L'objectif étant de constater la disponibilité des fournitures scolaires. Compte rendu Nafis Zakou et Cheb Guisso. À quelques jours de la rentrée scolaire pour les niveaux primaires et collèges dans la région de Niamey, tous les acteurs clés pour une bonne rentrée scolaire 2019-2020 s'activent. À l'exemple de cette sortie matinale des autorités régionales à l'école Yantala 2, où sont stockées les fournitures scolaires et qui sont en train d'être acheminées dans toutes les écoles concernées de la région. Nous avons fait une visite rapide pour constater que nous disposons d'un stock suffisant pour démarrer la rentrée scolaire 2019-2020. Nous avons 92 802 cahiers de 32 pages, 92 480 cahiers de 48 pages, 91 038 cahiers de 100 pages, 45 881 cahiers de 200 pages, 2664 cahiers de 288 pages, 92 800 cahiers de 16 pages, 46 402 bics bleus, 46 401 bics rouges, 46 401 crayons de papier, 23 040 boîtes de crayons de couleur, 46 401 gommes plastiques, 27 840 taille-crayons, ensemble géométrique 29 696, ardoise élève 120 640, craie blanche 29 910, craie de couleur 9 600. Le ministère a bien voulu ajouter des feuilles de copie pour les devoirs et les compositions. Également, nous avons été agréablement surpris de trouver qu'il y a des cahiers de présence journaliers pour identifier les élèves absents, les élèves retardataires, etc. Nous avons également trouvé un cahier de registre matricule pour les élèves. Nous avons même un surplus
d'enseignants. Ce qui veut dire que si tout va bien, avec le concours des parents d'élèves ici présents, nous allons pouvoir encadrer sérieusement nos enfants. L'engagement a été pris par le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey quant à la gestion des enseignants contractuels qui sont désormais à la charge de son institution. Vous n'êtes pas sans savoir que l'État, dans le processus de transfert de compétences, a donné mission aux mairies que lui, il contrôle, d'assurer le recrutement des enseignants et de les accompagner au point de vue salarial. Donc il est venu, c'est pour affirmer haut et fort qu'il a pris déjà toutes les dispositions pour que dans ce domaine, qu'il n'y ait pas de retard. Parce que nous croyons savoir que c'est surtout les problèmes de pécule qui créent les perturbations. Insatisfaisie pour l'association des parents d'élèves. Pour un début, en tout cas le directeur régional de la région de Niamey, de l'enseignement primaire de la région de Niamey, a créé toutes les conditions d'une rentrée parfaite. Nous le remercions, le gouvernement, nous remercions le président de la communauté urbaine de Niamey pour tous les appuis qu'il ne cesse d'apporter pour l'école nigérienne et plus particulièrement pour l'école de la région de Niamey. Aussi, nous pouvons rassurer le gouverneur que les parents d'élèves prendront toutes les dispositions pour suivre pas à pas les conditions de cette nouvelle rentrée et suivre aussi les enseignants. Disponibilité des fournitures scolaires, l'engagement du PDS pour la gestion des enseignants contractuels. Tout laisse à croire à une bonne rentrée scolaire ainsi qu'une bonne année académique 2019-2020. Suite à une faute administrative de l'École nationale de santé publique de Niamey, plusieurs candidats au concours de certification n'ont pas pu composer. Alors les élèves de cette école rassemblés dans un comité ont rendu publique une déclaration dont je vous propose de suivre un extrait. Le comité exécutif de l'NSP de Mourzika décide de rendre publique la déclaration dont la teneur suit. Comme vous le savez déjà, la situation qui a prévalu à l'NSP de Mourzika était difficile, tant du côté administratif qu'estudiantin. Même si par ailleurs l'on observe une certaine accalmie et l'ordre commence à régner de nouveau au sein de cette institution après la courageuse décision du ministre de la Santé publique, Dr Idi Ilyas Menesara, en mettant en place une nouvelle administration. Cette situation est la conséquence d'une irresponsabilité administrative de certains de nos administrateurs précédents. À cet effet, nous lançons une fois de plus un vibrant appel aux autorités de la 7e République, au premier plan, le président de la République, père de la nation, son Excellence Issouf Mahamadou, afin qu'il jette un regard tolérant et indulgent pour soulager nos camarades victimes de cette décision injuste de la Commission nationale indépendante chargée de l'organisation de l'examen unique de certification en santé. Des circonstances dans lesquelles est survenue cette erreur est incompréhensible pour une école qui vient juste d'obtenir les centres d'excellence régional pour abriter les masters en gynéco-obstétrique, qui du reste est de toute évidence, l'NSP de Mourzika est une école modèle pour les autres écoles. Les comités exécutifs restent engagés pour tout dialogue franc et sincère, tant avec le ministère de la Santé publique qu'avec l'administration de l'NSP de Mourzika. Vive le Niger, vive l'ISN, vive l'IPTN, vive le comité exécutif de l'NSP de Mourzika, vive l'école nationale de santé publique de Mourzika, la patrie où la mort nous vaincra. La région de Zender ne bénéficie pas de la rétrocession de 15% de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Une rétrocession qui, en principe, doit venir en appui au développement local et au fonctionnement des collectivités territoriales. Détail avec notre correspondant de Zender, Ben Salah Moussa. Depuis le 28 novembre 2011, depuis de la commercialisation des produits pétroliers de la SORAS, la région attend toujours le paiement de la taxe intérieure sur la vente des produits pétroliers. Au départ, la région de Zender n'en bénéficiait pas. Il a fallu modifier la loi donnant cette taxe à l'exportation du pétrole nigérien, la précédente loi qui parlait seulement des communes des zones de production du pétrole. C'est seulement à l'époque la région de Difa qui était concernée. À partir de mai 2014, la loi a inclus comme autres bénéficiaires, en plus des zones de production,
celle du raffinage, de sorte que les droits de la région de Zender commencent. Selon l'honorable Murtala Mahmouda, les démarches sont en cours. Aujourd'hui, on peut se réjouir, le cadre légal a été créé parce que la loi a été adoptée, donc c'est une loi qui est en vigueur, l'arrêté a été pris et le décret. Maintenant, ce qui reste vraiment, c'est rentrer dans la phase opérationnelle. Et ici, nous avons deux difficultés. Et la première difficulté, c'est la difficulté au niveau des finances publiques. Mais nous pensons qu'avec la loi, le projet de loi de budget 2020, cette question doit être prise en charge parce que nous, en tant qu'élus, en tant que parlementaires, nous avons le droit de veiller à ce que l'inscription militaire, à ce qui concerne la région de Zender, est vraiment pour qu'on puisse prendre en charge la redevance pétrolière, à ce qui concerne le volet de raffinage. Aucune date n'est encore fixée pour le versement de cette taxe. L'espoir reste de mise avec le transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales qui viennent d'être entérinées. De poursuivre l'honorable Murtala Mahmouda, au-delà des députés, c'est toute la population qui doit suivre de près cette affaire. Il faut que l'ensemble des populations, des acteurs, soient impliqués effectivement pour le suivi. Parce que, vous savez, la question de redevance, on tient compte des recettes internes de l'État, on tient compte de ressources mobilisées par l'État. Donc c'est des invitations au niveau du ministère des Finances. Et je pense que vraiment pour cette année, à l'instar de certaines régions qui ont bénéficié, la région de Zender, au moins pour la première fois, on doit passer à la région de Zender pour qu'on puisse inscrire et nous devons veiller à ça. Et je pense que nous, en tant que parlementaires, vraiment c'est notre préoccupation et nous avons posé ce débat encore une fois de plus au niveau du Parlement pour que au moins le budget 2020 puisse prendre en charge la question de redevance pétrole au niveau de la région de Zender. Il est à préciser que la région de Difa a perçu une seule fois la redevance sur la valeur du brut vendu, soit à peu près 3 milliards de nos francs CFA, le cinquième de ce qui lui revient. Elle correspond à 15% de la production annuelle du brut dans la région. Les 85% vont au budget national. Des démarches sont en cours afin que le plus tôt possible la région de Zender perçoive elle aussi sa part. La clé de répartition des montants tiendra compte du fait que Zender compte 55 communes, un conseil régional de 41 membres, 10 départements et une communauté urbaine, la ville de Zender. Le tournoi de grandes vacances FestiFoot dédié à la jeunesse, notamment celle de moins de 13 ans, a pris fin hier. Ce tournoi a enregistré la participation de 16 équipes. Al-Razak Leyo et Halid Bourema pour le reportage. De prime abord, notez que pour cette première édition de FestiFoot, c'est le Sahel qui s'est imposé face à Ouragan pour la 3e place sur papier. Et la finale a opposé l'AS Douane à Daboré. Victoire de Daboré, 2-1, sentiment de satisfaction à la fin du tournoi. Vraiment, je suis content des gens de Bukoki. Ils ont répondu à l'appel, ils ont venu pour encourager vraiment les enfants. Et c'est comme ça qu'on veut à ce que ça marche. Ils m'ont beaucoup soutenu, ils m'ont encouragé à faire ça. Oui, c'est bilan satisfaisant. Parce qu'il y a eu à peu près 32 matchs. 32 matchs, ouais. On joue matin et soir. Ce qui m'a poussé à initier cette compétition, parce que j'étais parti, j'ai même dit ça le jour de l'ouverture, que j'étais parti, j'ai gagné la 18e édition à Ouaga. J'ai dit bon, j'ai une bonne initiative et ça marche partout à Ouaga. C'est pourquoi je l'ai amené ici. Et pour que le football du Niger, il y aura beaucoup de compétitions de bas âge. Maintenant, les enfants là, vont avoir des compétitions pendant un mois. Chaque trimestre, il y aura des compétitions comme ça. Il y a même les jeunes de Filingué qui sont là et de Torodi. Voilà. Et maintenant, on va voir avec le temps, ça va devenir vraiment une compétition internationale. J'ai des amis coachs à l'extérieur qui vont essayer de m'accompagner comme ça. Dans un milieu où il est difficile de trouver du soutien, ce tournoi de jeunes U13 a bénéficié du soutien du groupe Sogest Security Niger-Burkina Faso, mais aussi de Techno Niger. C'est vraiment beau. C'est plaisant de voir des jeunes de 13 ans qui manient bien le ballon. Et donc, pour le bien-être de la jeunesse, ces jeunes, ils sont en train de faire le sport, ça les permet quand même de s'épanouir. Donc Sogest Niger, qui est une société de gardiennage, est prête à apporter son soutien
pour toute initiative qui va à l'endroit de la jeunesse, qui va dans l'épanouissement de la jeunesse. Ils sont vraiment motivés. Il faudrait qu'on leur soutienne pour qu'ils puissent aller de l'avant, surtout dans le football nigérien qui a du retard à décoller. On va continuer. On aimerait vraiment que la jeunesse nigérienne puisse soulever le flambeau du Niger partout dans le monde. Et nous sommes à 100% ravis pour ces projets multiformes. La compétition, qui a vu la participation de 16 équipes reparties en plusieurs poules sur une semaine, a été un succès. Les regards sont désormais tournés vers la prochaine édition qui se tiendra pendant les congés de Noël. Je vous laisse maintenant avec la partie magazine de ce journal qui porte sur le contrat entre la Chine et le Niger relativement à la construction du pipeline Niger-Bénin. Très bonne réception et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci de l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur le sujet qui a fait couler beaucoup d'encre la semaine dernière. Comme vous avez pu le constater, le président de la République avait procédé à la pose de la première pierre du pipeline international, s'il faut l'appeler ainsi, Niger-Bénin, qui aura pour but de conduire notre pipeline, notre brut jusqu'au port du Bénin. Le constat qu'il faut faire, c'est que la Chine, depuis quelque temps, à coup de dons, de prêts, d'investissements, en train d'accroître de plus en plus son influence sur notre pays. C'est normal, tout à fait normal. Les Chinois, avant tout, cherchent à créer, à se sécuriser, en tout cas en termes de matières premières, leur approvisionnement en matières premières, chercher des débouchés pour leur marché et accroître leur influence de plus en plus dans le monde. Dans cette coopération sino-nigérienne, il y a une évidence aussi qu'il faut relever, c'est que notre pays, on gagne. C'est une certitude absolue. Je peux vous donner des exemples, tels que le pont amitié Niger-Chine, l'hôpital de référence, qui sont des dons de l'Empire du Milieu, etc. Et l'autre avantage, c'est que les Chinois, ce n'est pas comme la Banque mondiale, le FMI ou bien la Banque africaine de développement. Quand ils vous octroient un prêt, ils vous disent vous devez faire ça et ça. Je pense qu'avec les Chinois, les résultats sont rapides et très visibles. Ils sont rapides dans la prise de décision et dans la réalisation des infrastructures. On ne passe pas des années à parlementer à coup de règles, etc., etc. Tout ça, ce sont les points positifs de la coopération. Et les Chinois, pour avoir vécu ce que nous vivons actuellement en Afrique, ils savent mieux les secteurs dans lesquels il faut investir. Souvent, c'est des secteurs qui sont des moteurs de croissance. Tout ça, ce sont les points positifs de la coopération sino-nigérienne. Mais il faut dire aussi qu'il y a des points négatifs. Et le coût à payer est souvent très lourd. C'est le cas, je pense, de cette infrastructure du pipeline Niger-Bénin. D'abord, dans un premier temps, ce qu'il faut relever dans cette affaire, c'est que c'est un ouvrage qui sera livré clé en main. Donc, or, nous, les Nigériens, on est absents au niveau de la conception, au niveau du suivi, au niveau de la maintenance, les coûts et la qualité. Tout ça, on ne connaît rien de toutes ces phases-là. Donc, du coup, on perd en savoir-faire et puis on ne peut pas être autonome dans ces conditions. L'autre aspect qui est encore plus préoccupant de ce contrat, c'est le coût, je trouve, très élevé, inexpliqué de ce pipeline. 4 milliards de dollars, c'est au bas mot 2400 milliards de francs CFA. Ça fait quand même beaucoup d'argent. On peut pas, je trouve ça inexpliqué dans la mesure où, je vous le disais tantôt, on n'est pas présent au niveau de la conception et de tout le processus. Et puis, est-ce que l'ouvrage, à la fin, justifie qu'on paye autant d'argent?
Tout cela n'est pas clair parce que c'est Pékin qui conduit tout le processus. D'habitude, quand les Occidentaux nous prêtent de l'argent, le plus souvent, cet argent est transféré dans la Banque centrale, qui crée un compte à cet effet, et ce sont les nationaux qui gèrent cet argent, ce qui n'est pas le cas des prêts chinois. Donc, c'est là où il y a toute cette ambiguïté qu'il faut éclaircir, je pense. L'autre point, je n'ai pas fini, excusez-moi, l'autre point aussi, c'est la garantie. Parce que personne n'a accès encore aujourd'hui à ce contrat pour dire exactement le contenu de ce contrat, les clauses qui lient les deux parties. C'est la garantie. On ne sait pas ce que l'État du Niger a donné en gage comme garantie pour pouvoir bénéficier de ce prêt. C'est quand même énorme, comme je le disais, ça fait 4 milliards de dollars. Ailleurs, on a vu que certains pays ont donné des ports, des mines en garantie, et quand ils n'ont pas été capables de payer, la Chine s'était emparée de ses actifs. Or ici, sur le prêt, tout ce qu'on sait, c'est qu'on va les payer en ressources naturelles, donc en pétrole. Mais la garantie, on ne nous parle pas de cette garantie. Donc je pense que c'est le lieu ici d'éclairer, c'est quand même des richesses communes. Je pense qu'un tel contrat, certes, c'est à l'exécutif de mener tout le processus, mais je pense que la représentation nationale, en l'occurrence l'Assemblée, devait être associée pour une plus grande transparence, parce que c'est quand même des richesses communes, donc qui engagent, je pense, la responsabilité de tout le monde. Il y a des gains pour notre pays, mais c'est des gains à court terme qui entraînent des coûts importants à long terme aussi. C'est ça, parce qu'on va payer 2400 milliards de francs CFA aux Chinois pour avoir construit un pipeline. Moi, je veux bien, mais il faut qu'on nous justifie que ça fait véritablement 2400 milliards, puisque les Nigériens, ils sont exclus de tout le processus. Il n'y a aucune certitude absolue qu'effectivement, ce pipeline vaut ce montant-là. Et c'est comme ça, souvent, malheureusement, dans nos États, avec la complicité des élites politiques ou de la classe dirigeante, hein, on fait d'une pierre deux coups. D'abord, les Chinois vont profiter pour gagner plus d'argent, et puis je ne dis pas forcément que c'est le cas, et puis la classe dirigeante profite pour s'enrichir sur le bien commun, ce qui n'est pas ce qui a dénoncé quand même, je pense. Et puis l'autre aspect quand même de ce contrat qu'il faut, c'est le timing. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on veut nous... C'est vrai qu'il y a eu des négociations bien avant, mais c'est curieusement maintenant, ou à quelques mois des élections présidentielle, en tout cas générale 2020-2021 en vue, c'est une question qui est loin d'être farfelue, un constat qui est loin d'être farfelu. Pourquoi est-ce que derrière tout ça, on ne peut pas s'imaginer un coup de pouce au parti présidentiel? Il y a eu des cas, en tout cas, où en tout cas, on a vu des multinationales ont pu en tout cas donner des coups de pouce à des pouvoirs pour soit continuer à régner ou soit les évincer du pouvoir. Donc je pense que c'est une question légitime de se poser, c'est une question légitime qu'on peut se poser, est-ce que derrière il n'y a pas un coup de pouce politique de Pékin au PNDS derrière pour en tout cas continuer son bail à la tête de l'État. À ce stade, on n'a pas d'éléments tangibles pour le dire, mais je pense que c'est une question légitime que les Nigériens sont en droit de se poser. C'est Pékin qui conduit tout le processus. On nous livre ça clairement. On dit, voici le pipeline. On est absent, les Nigériens, on n'est pas là. Dans la conception du pipeline, il n'y a pas les Nigériens. Dans le suivi, il n'y a pas les Nigériens. Dans la maintenance, il n'y a pas les Nigériens. Dans le coût, la qualité, il n'y a personne. C'est fini. C'est comme une maison construite, tu vas, tu achètes. On ne sait pas en amont ce qu'il y a dedans. Est-ce que le coût véritable, c'est ça, ça justifie le prix payé? C'est ça la question. On a vu avec Soraz qu'il continue à exploiter. Dans un premier temps, c'était parti à 980 millions de dollars. Après, c'est revenu à 600 et quelques millions. Donc, il y a surfacturation, pour reprendre le terme courant. Donc, ici aussi, qu'est-ce qui nous dit que il n'y aura pas surfacturation? Surtout que le contrat reste introuvable. Normalement, la loi est claire. Le contrat devait être disponible devait être à la disposition du commun des Nigériens, ce qui n'est pas le cas, pour que les gens comprennent les tenants et les aboutissants de cette affaire. Mais ce n'est pas le cas. Donc il y a beaucoup de zones d'ombre, je pense qu'il faudrait en tout cas éclaircir les Nigériens sur ces aspects du pipeline. Moi je veux bien qu'il y ait pipeline de les Nigériens. C'est vrai, ça va faire plus de recettes fiscales pour l'État, c'est indéniable.
c'est une réalité évidente. Ça va faire plus d'argent dans les caisses de l'État, mais il faut aussi que les Nigériens, en tout cas, que nos ressources naturelles ne soient pas bradées au profit, en tout cas, des Chinois. Donc il faut que le travail soit payé au prix juste qu'il faut. Il ne faut pas que pour un pipeline peut-être qui vaut beaucoup moins que ça, on va payer le double. Donc il faut qu'il y ait une question de transparence. Moi je pense que les ressources naturelles, ce sont des richesses communes. Donc tout le monde a un droit de regard sur ça. Tout le monde doit être informé comment le processus est mené et dans quelles conditions ce processus est mené, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc moi je pense qu'il faut que l'exécutif, en tout cas, apporte plus d'éclaircissement aux Nigériens par rapport à cette affaire. Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir bien conduit ce projet de pipeline qui a valu à l'unanimité du ministre du pétrole sa promotion dans mais la promotion du ministre, ce qui est dommageable, ça ne profite qu'au ministre. Moi, je ne sais pas ce que vous appelez pour avoir bien conduit. Ce monsieur est ministre du pétrole depuis 2011. Les prix à la station n'ont pas changé, à ma connaissance. Donc, je ne vois pas, si c'est un ministre à l'efficacité douteuse, je ne vois pas ce qu'il a fait de spécial. Au contraire, le pétrole en question, ça profite plus à la classe dirigeante qu'aux citoyens lambda. Qu'est-ce qui a changé véritablement dans la vie du plus grand nombre de Nigériens? Pas grand-chose. Je pense qu'ils sont ministres pour eux. C'est dans leur vie qu'il y a un changement notoire, pas dans la vie du plus grand des Nigériens. Je suis désolé. Issou Mahamadou, il est président. C'est lui qui a le plus profité de son poste de président. C'est pas, si tu parles la majorité des Nigériens, on ne peut pas dire qu'il y a une amélioration significative dans leurs conditions de vie. Comment est-ce que dans une société donnée, on peut dire qu'il y a un progrès social? Il y a un progrès social à partir d'un certain nombre de critères. Quand il y a les gens juste de biens matériels, d'une éducation, d'une bonne éducation, d'une bonne santé, etc. Et qu'il y a la justice distributive, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Loin, loin. On est à des années-lumière de cet état de fait. Donc moi, je pense que ça profite plus à la classe dirigeante véritablement qu'aux citoyens lambda. Donc si Fumako Igalo a été élevé au grade de ministre d'État du pétrole, je pense que ça profite plus qu'à lui qu'un quelconque résultat tangible dans la gestion du pétrole. C'est l'opacité totale dans la gestion du pétrole jusqu'à ce jour. Et le pipeline à 2400 milliards, je pense, c'est un exemple assez illustratif.